Un camion ordinaire, intercepté à l'aube sur une route poussiéreuse, a suffi à fissurer la routine frontalière du Burkina Faso. Sous les sacs de ciment, les agents ont découvert des barils scellés, du cyanure et des médicaments contrefaits, révélant d'un seul geste la profondeur d'une économie souterraine. Ce détail minuscule, presque effacé dans les papiers de bord, est devenu la première preuve que la vigilance voulue par Ibrahim Traoré peut transformer un poste perdu en ligne de souveraineté. Mais derrière ce contrôle banal se cache une question plus lourde. Combien de temps un pays épuisé peut-il encore tenir ses frontières sans emprunter le courage des autres? Et ce récit n'est pas une simple chronique frontalière. Il pose d'emblée l'enjeu vital d'un État qui tente de reprendre le contrôle de sa propre respiration institutionnelle. Dès l'instant où les premiers barils ont été découverts, une promesse implicite s'est dessinée. Comprendre comment un appareil administratif longtemps routinier peut redevenir un instrument de survie collective. Le bénéfice annoncé est clair, presque tranchant. Un pays qui contrôle ses frontières contrôle son destin. Mais derrière cette idée de surface, une question plus silencieuse traverse toute la scène, celle de savoir si la vigilance humaine, déjà mise à l'épreuve par des années de corruption et de fatigue, peut résister à la pression d'un système criminel qui prospère précisément sur les fissures de l'État. C'est ici que le récit propose un contrat avec le spectateur. Suivre pas à pas une mécanique de reconstruction institutionnelle en observant comment chaque contrôle, chaque signature, chaque hésitation devient un indice de transformation. Et au cœur de cette trajectoire se trouve un enjeu simple. Si la discipline tient, la souveraineté peut renaître. Si elle cède, tout s'effondre à nouveau. 2 mois après la première saisie, un rapport d'interne a révélé un chiffre déroutant. 27 camions inspectés et plus de 300 barils scellés. Comme si une artère souterraine avait battu sous le Sahel sans que personne ne s'en aperçoive. Ce volume inattendu n'était pas seulement une découverte logistique. Il exposait l'ampleur d'un système clandestin que les autorités croyaient marginal. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ces données ont agi comme une alarme silencieuse, rappelant qu'un État ne tient debout que lorsqu'il voit réellement ce qui circule en son nom. C'est dans cette tension qu'apparaît Amidou, jeune inspecteur de Gawa, dont l'œil accroche une anomalie, un document daté d'une semaine avant la cargaison réelle. Un détail presque trivial, mais assez précis pour fissurer l'apparente normalité. À partir de ce soupçon, les jours deviennent des semaines d'observation méthodique. Les agents notent les heures, les itinéraires, les récurrences. Les convois arrivent toujours au crépuscule, empruntent les mêmes routes poussiéreuses, déclarent les mêmes marchandises, mais ne laissent derrière eux aucun chantier. Peu à peu, un motif apparaît, une ligne clandestine reliant les marchés criminels du Sud aux cellules insurgées du Nord. Ce qui frappe alors, ce n'est pas la violence de la menace, mais son organisation patiente. Dans une région où la corruption a longtemps servi de monnaie sociale, cette rigueur nouvelle surprend. Des commerçants signalent des véhicules suspects, des paysans et apportent des repas aux patrouilles. Le contrôle cesse d'être une contrainte. Il devient un acte de confiance. Au fil des observations, Amidou perçoit que chaque camion arrêté n'est pas qu'une saisie potentielle, mais une respiration rendue à un pays qui tente de se redresser. En replaçant ce micro-récit dans le contexte régional, une décennie de coups d'État, de famine, de dépendance, on comprend pourquoi cette vigilance minutieuse a pris la valeur d'un tournant. Elle marque le passage discret d'une administration fatiguée à une institution qui se redécouvre vivante. Au cœur de cette transformation silencieuse, Amidou devient le fil conducteur qui révèle l'effet immédiat de la nouvelle doctrine. Son travail n'a rien d'héroïque en apparence. Un carnet, des horaires consignés, des plaques recopiées au crépuscule. Pourtant, ces observations ouvrent deux cas significatifs qui montrent
comment une simple vigilance peut modifier l'équilibre d'un territoire épuisé. Le premier cas survient lorsqu'un convoi déclaré, comme transport de matériaux de construction, traverse le poste avec une régularité anormale. Les documents sont conformes, les scellés paraissent intacts, mais la fréquence incohérente frappe l'équipe. Les agents attendent, vérifient que les registres, comparent les itinéraires, découvrant finalement qu'aucun chantier n'existe dans la zone indiquée. Rien n'est saisi ce jour-là, mais un schéma commence à se dessiner, et cette seule prise de conscience modifie la posture du poste de Gawa. La vigilance cesse d'être réactive, elle devient anticipatrice. Le second cas découle d'un signalement citoyen, phénomène rare dans une région longtemps marquée par la méfiance. Un commerçant affirme avoir vu un camion revenir 2 fois par la même route en moins de 24 heures. L'information était croisée, vérifiée, puis intégrée au dispositif. Lors du contrôle suivant, les horaires et la cargaison ne concordent pas. L'équipe comprend que le corridor clandestin n'est pas un hasard, mais une structure nourrie par des habitudes précises. Dans ces deux situations, Amidou perçoit une vérité simple. Avant même les saisies spectaculaires, l'effet de la nouvelle discipline se manifeste dans la façon dont les individus, agents et civils, recommencent à regarder leurs propres frontières comme un espace à protéger. Et cette prise de conscience ouvre une question essentielle. Que devient un pays quand la vigilance ordinaire se transforme en réflexe partagé? Avant que la mobilisation ne devienne visible, la frontière vivait au rythme lent d'une administration habituée à la lassitude. Les postes fonctionnaient sur des automatismes, signatures mécaniques, contrôle superficiel, horaires prévisibles. Les convois entraient et sortaient sans que personne ne s'interroge réellement sur leur provenance ou leur destination. Dans ce décor figé, la première anomalie détectée à Gawa ressemblait d'abord à une exception isolée. Personne n'imaginait encore qu'elle ouvrirait la voie à une opération qui, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, allait redéfinir la nature même du contrôle territorial. Après la découverte du premier chargement ambigu, une consigne sobre fut donnée: observer, attendre, frapper au moment juste. 6 officiers travaillèrent silencieusement pendant 3 mois, sans insigne, sans annonce, partageant des repas poussiéreux dans des camions stationnés à l'écart. Ils notèrent chaque plaque, chaque heure d'arrivée, chaque itinéraire répété. Peu à peu, l'image se précisa. Un réseau structuré, cohérent, reliant les marchés criminels du Sud aux relais insurgés du Nord. Rien n'était improvisé. Les convois arrivaient toujours au crépuscule, empruntaient les mêmes routes effacées des cartes, déclaraient les mêmes marchandises et disparaissaient sans laisser de traces de construction derrière eux. Le point de bascule survint à l'aube d'un jeudi. Un convoi de 3 camions tenta de contourner le poste principal, persuadé que les regards se concentraient ailleurs. Depuis une colline voisine, les douaniers observaient en silence. Au signal radio, ils descendirent d'un seul bloc, verrouillèrent les portes, gardèrent les menottes fermes, sans un tir, sans une course. Le vent portait seulement le claquement du métal. Sous les bâches apparurent des barils scellés aux étiquettes étrangères. L'un d'eux fut ouvert. Une odeur d'amande amère et de métal brûlé envahit l'air. Du cyanure pur emballé pour être expédié plus loin. À côté, des explosifs et des médicaments falsifiés attendaient leur distribution clandestine. L'après immédiat fut d'une intensité méthodique. Les ingénieurs militaires confirmèrent la nature toxique du chargement. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré ordonna un silence absolu. Aucune image, aucune fuite, aucune proclamation. Pendant 72 heures, des équipes furent déployées sur toutes les routes secondaires. Les manifestes furent vérifiés, les appels croisés, les registres comparés. Un réseau d'entreprises fantômes fut identifié, lié à une fausse société agricole basée à Abidjan.
La carte des routes illégales se redessina avec une précision inattendue, exposant un système qui vivait sous la surface depuis des années. Puis, au cœur d'une nuit brumeuse, survint le dernier mouvement. Les agents attendaient sur une route effacée, éclairée seulement par les phares lointains. Le convoi final avança sans méfiance. Aucun geste de résistance. Sous les emballages, des détonateurs et une note manuscrite. Livraison complète. Paiement à Gao. La ligne reliant la contrebande au terrorisme venait d'être tracée sans ambiguïté. L'onde de choc fut silencieuse mais profonde. Les véhicules furent saisis, les prisonniers alignés, les barils déplacés sous escorte. Il n'y eut ni célébration ni discours, seulement la conscience d'avoir arrêté le pire avant qu'il ne commence. Dans la poussière retombée, une vérité s'imposa. Pour la première fois depuis longtemps, le pays venait de se protéger lui-même. Avant 2022, la ligne de base était sombre. À peine 14% des cargaisons suspectes étaient inspectées, un taux qui révélait à lui seul l'ampleur d'un appareil administratif épuisé. Un an plus tard, ce pourcentage bondit à 61%. Un delta qui signale une transformation structurelle plus qu'une simple amélioration technique. Cette hausse rapide montre comment un protocole cohérent peut réanimer une administration affaiblie. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le contrôle cessa d'être une formalité pour devenir un acte de vigilance systématique. Le deuxième chiffre clé concerne les barils saisis. 312 unités, toutes confondues, issues d'un réseau transfrontalier entièrement démantelé au terme de l'opération. Derrière ce volume froid se trouvent des dizaines de cargaisons qui auraient pu rejoindre des circuits criminels déjà enracinés. Ce total élevé illustre l'ampleur réelle du trafic invisible avant la réforme. Chaque baril neutralisé représente une partie de la menace retirée du territoire, et les agents savent que ces saisies ne mesurent pas seulement une efficacité, mais la résistance retrouvée d'un État qui refuse de céder au silence. Enfin, l'indicateur qui surprend le plus concerne le temps de réaction opérationnelle, réduit de 40% après la mise en place du protocole de traçabilité. Pour une administration frontalière isolée, souvent ralentie par la bureaucratie et les distances, cette réduction est plus qu'un progrès logistique. Ce gain de vitesse reflète une coordination plus fluide entre agents et communautés locales. Les postes frontaliers, autrefois marqués par la routine, fonctionnent désormais selon un système pondéré. Provenance, fréquence, type de fret, cohérence documentaire. Chaque anomalie déclenche une double vérification, numérique puis humaine, limitant les angles morts. Les effets collatéraux de cette mutation se lisent dans les rapports internes. Les plaintes pour abus ont baissé de 38% tandis que les signalements citoyens ont presque doublé. Le public, autrefois distant, recommence à participer. Des transporteurs appellent eux-mêmes les douanes lorsqu'un convoi paraît incohérent. Cette dynamique spontanée ne relève pas d'une campagne médiatique, elle traduit un changement de culture. La frontière n'est plus une ligne de méfiance, mais un lieu où la responsabilité s'exerce. Les inspecteurs formés à la nouvelle doctrine comprennent que chaque décision peut sauver des vies. Ils n'attendent plus des ordres venus de la capitale. Ils prennent des initiatives calculées, assumées. La hiérarchie note une corrélation directe entre autonomie locale et précision des saisies. Les opérations jadis brutales deviennent ciblées, chirurgicales, presque silencieuses. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré répète une idée simple. La sécurité n'est pas un privilège, mais une discipline quotidienne. Ainsi, les chiffres ne forment pas un tableau abstrait. Ils dessinent la preuve d'une transformation humaine et institutionnelle. La reconnaissance de cette mutation ouvre la voie au dilemme central. Maintenant que la machine fonctionne, combien de temps la vigilance pourra-t-elle tenir face à un système criminel qui, lui, ne se fatigue jamais?
Les premières critiques venues de l'extérieur formulent une inquiétude structurée. Selon certains observateurs occidentaux, la centralisation renforcée sous Ibrahim Traoré risque d'étouffer les contre-pouvoirs et de transformer les douanes en un organe de sécurité intérieure trop militarisé. À leurs yeux, ce basculement pourrait réduire l'espace civil, installer une forme de verticalité rigide et, à terme, fragiliser l'équilibre démocratique d'un pays déjà soumis à de fortes tensions politiques. Il rappelle que la gouvernance est souvent évaluée à l'aune du pluralisme et qu'un contrôle serré des frontières pourrait glisser vers une conception restrictive de l'autorité. Face à cette thèse, une autre lecture s'impose, portée par les acteurs du terrain. Pour eux, la centralisation n'est pas un recul, mais une réparation nécessaire. Avant 2022, les postes frontaliers étaient devenus des zones grises. Corruption diffuse, milices circulant librement, marchandises dangereuses passant sans opposition. Le système administratif manquait à la fois d'unité et de responsabilité. Dans ces conditions, restaurer une chaîne d'autorité cohérente apparaissait non comme une option, mais comme une condition de survie. Les villages vivaient dans la peur, les routes étaient contrôlées par des intermédiaires violents et l'État semblait absent. Le Stillman exige d'examiner la force de chaque position. Le premier argument souligne un risque réel. Toute centralisation peut dériver si elle n'est pas encadrée. Le second rappelle un fait essentiel. Sans cohésion, un État ne peut pas se redresser après une décennie de chaos. C'est ici que les données issues de l'opération frontalière deviennent décisives. Dans les 18 mois ayant suivi la réforme, aucune bavure majeure n'a été recensée, tandis que le volume des saisies illégales a triplé et que les dépenses publiques liées aux interventions d'urgence ont diminué de 22%. Ces résultats, publiés sans triomphalisme, montrent qu'une discipline rigoureuse peut devenir un instrument de protection plutôt qu'un mécanisme d'oppression. Ainsi, la confrontation des deux thèses ne révèle pas une vérité simple, mais un équilibre à construire. Un État assez fort pour protéger, assez contrôlé pour ne pas dévier et assez lucide pour reconnaître que la souveraineté n'a de sens que si elle sert réellement la vie quotidienne des citoyens. Le bascule vient soudain, le moment clef apparaît dans une scène sobre, les barils alignés au lever du jour, déplacés dans une clairière aux abords de Ouagadougou. Autour d'eux, les ingénieurs militaires installent les charges de neutralisation avec une précision silencieuse, presque cérémonielle. La colonne de fumée noire qui s'élève n'est pas une simple opération technique. Elle symbolise la destruction d'un poison longtemps toléré, un mal dissous avant d'avoir pu frapper. Dans cette atmosphère suspendue, Ibrahim Traoré demeure silencieux. Il observe non pas un geste militaire, mais un acte de purification morale. Ce qui avait commencé comme une saisie devient une démonstration. La souveraineté n'est plus un concept abstrait, mais un feu concret capable d'annuler la peur. Les douaniers, rassemblés autour des militaires, ne célèbrent rien. Ils constatent seulement que le pays vient de se protéger sans attendre un secours extérieur. La diffusion discrète de cette scène dans les casernes et les villages change la dynamique. L'opération n'est plus perçue comme un épisode isolé, mais comme un point de bascule où un État fragile prouve qu'il peut agir par lui-même. Une frontière cesse alors d'être une ligne de crainte pour devenir un espace où la volonté collective se manifeste réellement. Les effets de l'opération frontalière se déploient en 4 cercles distincts, chacun révélant une facette de la transformation en cours. Ce ne sont pas seulement des chiffres ou des rapports, ce sont des modifications concrètes dans la manière dont un pays redéfinit sa sécurité, sa relation à la loi et sa capacité à se projeter au-delà de la peur. Les décisions prises sous l'autorité d'Ibrahim Traoré résonnent ainsi dans la vie quotidienne, bien au-delà des postes frontaliers. La création du programme de vigilance nationale réunit douaniers, armées et communautés rurales dans un dispositif coordonné.
Chaque point de contrôle est désormais équipé d'outils de traçabilité permettant de signaler un convoi suspect en moins de 24 heures, réduisant les angles morts administratifs. En moins d'un an, les incidents frontaliers ont diminué de 42%, montrant qu'un État souvent considéré comme fragile peut retrouver une marge de manœuvre opérationnelle. Cette dynamique institutionnelle stabilise également des zones autrefois dominées par l'incertitude. La fermeture des circuits illégaux a produit un effet immédiat. Les recettes douanières ont augmenté de 18% en un trimestre. Ces fonds ont servi à moderniser 10 postes ruraux et à créer des laboratoires sanitaires mobiles capables d'identifier rapidement les produits falsifiés. L'assainissement du commerce se répercute sur les marchés où la confiance se reconstruit progressivement, incitant certains trafiquants à se rendre d'eux-mêmes pour éviter des poursuites prolongées. Cette réorientation économique consolide un espace commercial plus prévisible et moins vulnérable. Dans les villages du Sud, la logique de vigilance partagée prend racine. Les commerçants inscrivent sur leurs étals des messages comme «La nation regarde», rappelant que la sécurité est désormais une tâche commune. Les écoles enseignent les gestes d'alerte élémentaires. Noter une plaque, signaler un véhicule inconnu, refuser une marchandise non scellée. Cette pédagogie simple transforme la peur initiale en participation active, créant un lien nouveau entre civils et uniformes qui renforce la cohésion sociale. Au-delà du Burkina Faso, l'effet d'entraînement est immédiat. Mali, Niger et Guinée citent l'exemple burkinabé dans leur propre plan de réforme frontalière, lançant des réunions conjointes pour harmoniser les procédures. À Bruxelles et Paris, les diplomates observent ce qu'ils appellent un réveil de souveraineté avec prudence, tandis qu'à Washington, un rapport interne qualifie l'expérience de laboratoire de résilience régionale. Ce rayonnement discret transforme une opération locale en référence stratégique pour tout le Sahel occidental. Sur l'horizon des prochains mois, trois trajectoires possibles émergent, chacune façonnée par le degré de vigilance institutionnelle et civile. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils donnent une grille pour comprendre comment un État en reconstruction peut évoluer après une opération ayant profondément modifié ses réflexes frontaliers. Dans chacun d'eux, l'héritage des décisions prises sous l'autorité d'Ibrahim Traoré joue un rôle structurant. Le Burkina Faso maintient son niveau actuel de vigilance avec des moyens modestes mais cohérents. Les douanes continuent d'intercepter entre 20 et 25 convois suspects par trimestre, sans retour massif des anciens réseaux. Les criminels déplacent leur activité vers des routes secondaires, rendant les contrôles plus dispersés mais pas moins efficaces. L'État consolide sa souveraineté à bas bruit, sans gestes spectaculaires, en misant sur la discipline quotidienne. Ce scénario suppose que les mécanismes instaurés restent stables malgré la fatigue et que les relais locaux persistent dans leurs efforts. Si les États voisins harmonisent leurs bases de données et leurs procédures, alors le modèle burkinabé pourrait devenir un noyau de coopération sécuritaire dans le Sahel occidental. Une force mixte pourrait voir le jour, réduisant de moitié le volume des trafics transnationaux et transformant les villages frontaliers en nœuds de commerce légal. Les organisations internationales réévalueraient le pays comme partenaire fiable, tandis que la doctrine fondée par Ibrahim Traoré serait perçue non comme une singularité, mais comme un exemple reproductible. Ce scénario ouvre la possibilité d'un environnement régional stabilisé grâce à l'initiative d'un État souvent sous-estimé. Les ressources s'amenuisent, la corruption refait surface, les gardiens locaux se découragent. Un incident majeur, une cargaison explosive non détectée, pourrait briser la confiance reconstruite avec difficulté. Les partenaires extérieurs exigeraient alors un retour aux missions d'assistance et l'autonomie patiemment acquise s'effriterait.
La doctrine de vigilance deviendrait un souvenir héroïque, non un système durable. Ce scénario rappelle qu'une réforme ne se maintient que si l'énergie collective ne faiblit pas. Dans cet éventail de possibles, une idée directrice s'impose: la souveraineté n'est jamais acquise, elle se pratique chaque jour, dans l'équilibre fragile entre discipline et lucidité. Les répercussions de l'opération frontalière ne se limitent pas aux institutions. Elles touchent directement ceux qui forment la trame vivante du pays. Les décisions administratives ne deviennent réelles que lorsqu'elles résonnent dans les gestes quotidiens, dans les attentes, dans la manière dont chacun se perçoit au sein d'une nation qui tente de se redresser. À ce stade du récit, l'enjeu n'est plus seulement de décrire la mécanique du contrôle, mais d'observer comment elle se transforme en expérience partagée. Du côté des jeunes, la figure d'un État capable d'agir sans assistance extérieure ouvre un imaginaire nouveau. Dans les écoles, les phrases tirées des discours internes circulent comme des repères: défendre sans haine, protéger sans peur. Les élèves discutent de ces mots dans les débats scolaires, et certains les peignent sur les murs. Pour une génération habituée à voir son pays fragilisé, la capacité d'initiative devient une forme de dignité retrouvée. Cette résonance transforme la vigilance en horizon possible, non en contrainte. Pour les travailleurs ruraux, voici comment cette transformation se manifeste. Dans les villages frontaliers, longtemps habitués à la suspicion, l'implication des douaniers change la relation entre civils et uniformes. Les paysans, souvent ignorés des récits nationaux, voient enfin leur rôle reconnu: signaler un véhicule, partager une information, offrir un repas aux patrouilles. Cette participation simple ancre l'idée que la sécurité n'est pas une injonction venue de la capitale, mais un effort partagé. Elle renforce un sentiment d'utilité collective. Quant à la diaspora, depuis Paris, Abidjan ou Montréal, les Burkinabés observent cette transformation avec un mélange de prudence et de fierté. Les récits de l'opération circulent dans les associations, suscitant des collectes pour équiper certains postes frontaliers. Cette solidarité à distance redéfinit le lien entre ceux qui sont partis et ceux qui restent. La souveraineté n'apparaît plus comme un concept lointain, mais comme un devoir auquel chacun peut contribuer. Le rapport final, validé sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, propose une feuille de route organisée en 5 étapes, destinée à transformer une victoire ponctuelle en système durable. Ce plan n'a rien d'un manifeste politique. Il s'agit d'une méthode visant à stabiliser la vigilance et à la rendre mesurable dans le temps. Chaque point de contrôle doit intégrer une cellule civilo-militaire capable d'intervenir sans attendre des instructions centrales, qui douane, place armée locale, camp, déploiement progressif sur 12 mois, mesure, délai de réaction réduit de 30%. Cette structure, composée d'anciens inspecteurs, surveille la probité des opérations. Qui? Auditeurs régionaux. Quand? Rapport trimestriel obligatoire. Mesure: nombre de signalements internes traités. Les villages proches des routes commerciales deviennent des nœuds d'alerte précoce. Qui? Gardiens locaux, plus relais villageois. Quand? Mise en place en 6 mois. Mesure: taux de signalement citoyen vérifié. Les douanes utilisent des logiciels locaux pour croiser données de transport, santé publique et commerce. Qui? Cellules de données. Quand? Mise en service par phase. Mesure: capacité à détecter les anomalies en amont. Les nouvelles recrues sont formées à l'éthique autant qu'au droit. Qui? Instructeurs nationaux. Quand? Chaque cycle d'intégration. Mesure: évaluations internes sur la prise d'initiative. Cette trajectoire articule discipline, autonomie locale et coordination civique. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer les contrôles, mais d'inscrire la vigilance dans une culture qui puisse survivre aux crises à venir.
Lorsque la fumée se dissipa dans la clairière, Amidou resta immobile, observant les cendres flotter comme une poussière d'or dans l'air calme. Il se souvenait du premier soupçon griffonné dans son carnet, de cette ligne d'encre qui avait tout déclenché. Autour de lui, les douaniers ne parlaient pas. Il savait que ce qu'il venait de détruire n'était pas seulement un chargement mortel, mais une idée ancienne, celle d'un pays condamné à être toujours secouru par d'autres. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette idée venait de brûler pour de bon. Le silence qui suivit n'était pas un vide, mais une forme nouvelle de respiration. Les uniformes, tachés de poussière, semblaient soudain moins lourds. Amidou comprit que leur mission ne s'achevait pas ici. Le poison avait disparu, mais la vigilance restait à construire chaque jour. La frontière, jadis perçue comme une ligne fragile, devenait un lieu où l'avenir pouvait se défendre sans témoin. Dans cette lumière pâle du soir, une vérité simple se fit entendre, même sans voix, on protège un pays en protégeant sa dignité. Cette phrase, déjà répétée dans les postes et les villages, prenait désormais la forme d'une promesse intime, portée par ceux qui avaient vu la cendre retomber. Dans les jours qui ont suivi l'opération, l'histoire des camions interceptés a quitté les postes frontaliers pour rejoindre les marchés, les écoles, les villages. Les enfants rejouent la scène du contrôle. Les anciens la commentent comme un rappel que la liberté ne se reçoit pas, elle se garde. Cette circulation lente du récit n'est pas un instrument de propagande. Elle fonctionne comme un miroir dans lequel chacun mesure sa propre part de responsabilité. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la vigilance n'apparaît plus comme une consigne verticale, mais comme un geste partagé qui relie ceux qui protègent et ceux qui vivent. À ce stade, la question qui demeure n'est pas de savoir si l'État gagnera chaque bataille, mais si la société acceptera d'entretenir ce réflexe commun. Le pays a montré qu'il pouvait se protéger sans témoin. Reste à voir s'il saura poursuivre cet effort quand les projecteurs seront éteints. Et vous, face à une frontière qui n'est plus de sable mais de conscience, quel rôle choisiriez-vous d'assumer?